Bonjour tout le monde et merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire. On voit quand même pas mal de personnes qui continuent à se connecter, donc on va peut-être laisser un tout petit peu de temps aux retardataires et je vous propose de démarrer, du coup officiellement à 11h05 et en attendant on va couper nos micros. N'hésitez pas à commencer à vous présenter ou à commencer l'échange dans le chat, nous dire si vous nous entendez bien ou pas bien, vous présenter. On sera ravis d'échanger avec vous dans le chat, jusqu'à 11h05, l'heure du début du webinaire. Nous vous disons à tout de suite.
Très bien, eh bien, je vous propose de commencer. Donc merci de nouveau, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Avant qu'on commence les choses sérieuses, quelques consignes. Comme d'habitude, le webinar est enregistré et vous allez recevoir le replay peu de temps après la fin de la session. Vous aurez également les slides et du coup un accès live au replay. En ce qui concerne les questions, je suis sûr que vous allez avoir plein de questions, donc je vous invite à les poser dans l'onglet questions plutôt que dans le chat de Livestorm. Cela nous permettra de mieux gérer et de mieux suivre les réponses que nos invités vont nous donner. Très bien, donc ceci étant dit, je propose qu'on commence. Donc l'idée de ce webinaire, c'est pas forcément de revenir sur le filtrage. Aujourd'hui, les bénéfices pour la sécurisation des flux web est quand même bien intégré. L'ANSSI notamment parle régulièrement dans ses différents rapports de l'intérêt de faire du filtrage pour la cyberdéfense. La norme ISO 27001, enfin la version 2022, en fait un élément indispensable pour obtenir la certification. Donc tout le monde a bien compris l'intérêt du filtrage pour faire de la cybersécurité. On ne va pas forcément en parler de manière détaillée. Par contre, au-delà des aspects techniques, le filtrage a quand même la particularité d'accéder à des données quand même assez sensibles, voire personnelles, dont la gestion est quand même encadrée par la loi. Donc son déploiement n'a pas seulement des implications techniques, mais aussi des impacts juridiques qu'il est quand même assez important de garder en tête. Et du coup, justement, pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Éric Barbry. Bonjour Éric et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Éric se présentera plus en détail, mais du coup, Éric est avocat spécialisé dans les droits des nouvelles technologies au sein du cabinet Racine. Donc, d'un point de vue sommaire, nous vous proposons de laisser Éric vous présenter les éléments juridiques qui gravitent autour du filtrage. Et dans une deuxième partie, Marc Loiseau, qui est account manager de Olfeo, vous parlera un petit peu plus de comment est-ce que notre produit Olfeo va justement vous aider à mieux être préparé sur les aspects juridiques pour déployer des solutions de filtrage. Donc Éric, si cela te va bien, je vais te laisser la parole. Quand tu as besoin de changer de slide, n'hésite pas à me le faire savoir et je changerai les slides. Merci, tu m'entends? Très bien. Ok, super. Bon, si tu m'entends, je pense que tout le monde m'entend. Merci à tous. Donc, on va effectivement aborder une question qui, moi, me tient à cœur, parce que ça fait des années qu'on travaille ensemble avec Olfeo sur cette question de filtrage. On a essayé d'évangéliser, enfin, on a même réussi à évangéliser il y a de nombreuses années maintenant sur ces questions de filtrage. Il nous paraissait intéressant de refaire une passe sur le sujet. Alors, je vais détromper un peu Gabor quand même dans ce qu'il a annoncé, puisque une partie quand même importante, enfin pas importante, mais en tout cas une partie substantielle au sens juridique du terme, hein, pas au sens du nombre de slides, porte sur l'importance du filtrage aujourd'hui, parce qu'il y a encore des gens qui sont à évangéliser. Et donc, il est important de refaire un point sur le sujet. On parlera évidemment de déploiement et on parlera du choix d'une solution de filtrage. Donc, si tu veux bien passer au slide suivant. Alors, j'ai la chance d'avoir un assistant de luxe aujourd'hui. J'ai même pas besoin d'appuyer sur les boutons. Donc, très rapidement, le cabinet Racine. Donc, nous, on est un cabinet d'affaires. Hein, on est là, dans le top 10, comme on appelle ça, des cabinets d'affaires en France. On est 35 associés à Paris, on est 150 personnes à Paris, on est 250 personnes en France, on est répartis sur plusieurs sites, à Nantes, à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, à Strasbourg et on a un bureau à Bruxelles. On intervient sur tous les domaines du droit, hein, que ce soit le droit des affaires, le droit des sociétés, le droit du travail, le droit fiscal, le droit du consommateur, bref, tous les droits qu'on rencontre dans un cabinet d'affaires. Et si tu peux aller au slide suivant, on a la chance d'avoir au sein du cabinet une équipe qui intervient exclusivement sur les aspects IP, IT et data,
que j'ai le plaisir de co-diriger avec mon associé Charles Bouffier. Donc une équipe IP IT Data, ça fait quoi? Une équipe IP IT Data, ça fait de l'IP, évidemment, ça fait de l'IT et ça fait de la data. Donc l'IP, ça va être tout ce qui est propriété intellectuelle et notamment usage des logiciels. Et quand on travaille sur un outil de filtrage, bon, aujourd'hui on va parler de l'outil Dolfeo évidemment, mais quand on travaille sur un outil de filtrage, mais aussi sur n'importe quel autre outil qui va permettre de sécuriser les flux d'une entreprise, ou de toute façon, d'une manière générale, sécuriser l'utilisation des systèmes d'information d'une entreprise, il est clair qu'on va utiliser des logiciels en mode tradi, comme on dit, on-prem, ou en mode SaaS, qui est quand même le mode aujourd'hui le plus déployé dans le domaine. Et ça veut dire que quand on va choisir une solution, nécessairement, on va avoir des conditions d'utilisation. Et donc, nous, notre travail du côté IP, c'est de protéger les entreprises sur leur patrimoine immatériel, et c'est aussi de rédiger des conditions d'utilisation et quand on est côté utilisateur, de regarder ces conditions d'utilisation pour voir si effectivement elles sont conformes aux intérêts d'une entreprise. Sur la partie IT, on va plutôt intervenir sur tout ce qui est Internet, télécom, tout ce qui est sécurité des systèmes d'information, tout ce qui est dématérialisation. Et donc, évidemment, sur ces aspects-là, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'aspect Internet, l'aspect accès des collaborateurs en ligne, et aussi la sécurité des systèmes d'information. On intervient énormément sur ces sujets. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, avec le bouleversement ou le tsunami qu'on a en termes de violation de sécurité, nous, on a à peu près en moyenne à gérer 1, 2 à 3 violations de sécurité par semaine. Je dis bien par semaine. Donc, ça veut dire analyser la situation, regarder s'il y a des données à caractère personnel, s'il y en a, faire les notifications à la CNIL, s'il y a une attaque informatique, déposer plainte, et si on doit mobiliser une assurance cyber, déposer plainte dans les 72 heures, éventuellement, suivant la criticité de l'attaque, informer les personnes concernées de l'attaque. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans la partie IT. Et puis, on a une spécificité aussi qui est les données personnelles. Donc, on intervient sur le RGPD, évidemment, mais pas que. Il n'y a pas que le RGPD dans la vie, il y a aussi la loi informatique et liberté. Et on intervient sur plusieurs spectres, aussi bien l'accompagnement des entreprises sur leur mise en conformité au RGPD. On est DPO externalisé de plus de 120 entreprises. On intervient sur les contrôles de la CNIL. On fait des audits RGPD dans les entreprises pour vérifier que la conformité est bonne. Voilà. Donc ça, c'est la présentation générale. Je pense qu'on peut passer. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est les 2 raisons. Alors, j'aurais pu en mettre 3, 4, 5, 10, mais je pense que ce qui est important, c'est les 2 raisons essentielles d'opter pour le filtrage. Et en sous-jacent de ça, la question qui est, mais si on ne met pas de filtrage, est-ce qu'on est en défaut par rapport à la réglementation? Est-ce qu'on est en danger par rapport à la réglementation? Et donc, finalement, la question sous-jacente qui va se poser, c'est est-ce qu'on doit filtrer ou est-ce qu'on peut filtrer? Alors, pour répondre à cette question, encore une fois, il y a 2 raisons objectives pour mettre en place du filtrage, et singulièrement, la première porte sur la responsabilité d'un employeur. Alors, moi, j'ai pas de parti pris autour de la table virtuelle qui constitue ce webinaire. On a plein d'acteurs différents, on a des acteurs publics, on a des acteurs privés, on a des secteurs différents les uns des autres. Mais il y a un élément constant dans une entité, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée, c'est qu'elle a des employés. Et que, ce faisant, la responsabilité qui va se poser, ou la question qui va se poser, c'est celle de la responsabilité de l'employeur si, par hasard, un acte malveillant était réalisé par un collaborateur. Et là-dessus, il faut être extrêmement attentif, puisqu'on a des dispositions en matière de droit civil, on a des dispositions en matière de droit pénal, qui peuvent conduire à la mise en cause de la responsabilité d'un employeur du fait des âneries, appelons ça ainsi, d'un collaborateur. Si on va sur le slide suivant, qui est l'aspect civil de la chose, il suffit d'aller dans le code civil pour se rendre compte qu'on a des dispositions particulières. Vous avez un article que vous pouvez totalement oublier, mais qui est le 1242, qui dit en gros que non seulement, et c'est l'article 1240 qui dit celui qui cause un dommage est tenu de le réparer, l'article très classique qui dit quelqu'un qui fait une faute doit la réparer, voilà, très bien. Il y a un deuxième article qui dit quand vous êtes négligent fautif, et la question de la négligence fautive chez un employeur est extrêmement prégnante, quand on est négligent fautif, on peut aussi être responsable, c'est-à-dire qu'on n'a pas commis la faute elle-même, mais on a
pas mis tous les outils nécessaires pour éviter qu'elle arrive. Donc, c'est une vraie question de responsabilité finalement indirecte, par inaction. Et puis, on a une responsabilité très particulière qu'on appelle la responsabilité du fait des autres. Donc, on peut se retrouver finalement responsable des agissements des autres. Et quand on regarde le Code civil, on voit qu'on est responsable non seulement des dommages que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses dont on a la garde. Bon, là, les choses dont on a la garde, on s'en fiche. Hein, c'est une jardinière qui tombe d'un immeuble ou c'est un chien. Mais on a surtout une responsabilité du fait des autres. Et les autres, c'est quoi? C'est l'employeur vis-à-vis de son salarié. Alors, je ne vais pas vous lire la phrase en entier parce qu'elle est incompréhensible. Elle date du Code de Napoléon, elle n'a pas changé depuis, mais en gros, pour faire simple, vous avez les maîtres et les commettants du dommage causé par leurs domestiques préposés dans les fonctions pour lesquelles ils sont employés. Et préposés, pardon. Si vous traduisez ça en français d'aujourd'hui, alors les maîtres et les domestiques, je pense qu'autour de la table, on est très peu à avoir des domestiques. Enfin, moi, j'en ai pas, je ne sais pas pour vous. Par contre, des préposés, on en a. Le préposé, c'est quoi? C'est le salarié, c'est l'agent. Et le commettant, c'est qui? C'est l'employeur, personne publique ou personne privée. Donc, si je traduis ça en langage naturel français d'aujourd'hui, ça veut dire on est responsable des bêtises que l'on fait, mais on peut aussi, quand on est employeur, être responsable des bêtises que fait son collaborateur, pour autant que le collaborateur intervient pour le compte de l'entreprise. Et là, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a des jurisprudences qui déjà engagent la responsabilité d'un employeur. Et notamment, il y a une vieille jurisprudence, mais qui est toujours d'actualité, qui s'appelle Alcatel-Lucent Escota, dans lequel un employé avait utilisé les outils de l'entreprise pour déployer un site web contre les intérêts de la société d'autoroute Escota, qui est une société qui gère les autoroutes du sud-est de la France. Et le salarié en question avait utilisé les outils pour ouvrir un blog à la fois diffamatoire, injurieux et tout ce que vous pouvez imaginer autour de ça. Et Escota avait assigné l'employeur, et en l'occurrence a assigné Alcatel-Lucent. Et là, la question qui s'est posée, c'est mais est-ce que l'employeur peut se retrouver responsable de ce genre de choses? Nous, objectivement, en tant qu'avocats, on avait tous parié pour le fait que la seule responsabilité qui pouvait être engagée, c'était celle du salarié, puisque c'est lui qui avait, même en utilisant les outils d'entreprise, ouvert ce blog critique, plutôt critique, diffamatoire et injurieux à l'égard de Escota. Mais le tribunal en a décidé autrement et a dit mais non, moi je considère que l'entreprise est responsable. L'entreprise est responsable, pas forcément sur le terrain de 1242, mais au moins sur le terrain de la négligence fautive, en disant qu'il n'avait pas, l'employeur, mis en place les outils et les informations nécessaires pour empêcher que les collaborateurs fassent n'importe quoi avec les outils qui étaient mis à leur disposition. Et ça a d'ailleurs abouti à pas mal de réflexions autour de la nécessité, on y reviendra tout à l'heure, d'avoir des documents de type charte des systèmes d'information. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est pareil, tout le monde est convaincu par la nécessité d'avoir ce type de charte. Pourquoi on a ce type de charte? Parce que ça permet de dire aux collaborateurs qu'on utilise des outils et surtout, ça permet de responsabiliser les collaborateurs sur les outils qu'on met à leur disposition dans le cadre de leur activité professionnelle. Vous avez un deuxième article qui, lui, relève du code pénal, donc qui est moins embêtant, on va dire, sur la partie responsabilité. Pourquoi? Parce que le code pénal, lui, il a pour fondamental qu'on est responsable que de son propre fait. Voilà, on est a priori pas responsable des autres, sauf si vous êtes complice, mais ça, à la limite, on ne va pas imaginer qu'un employeur puisse être complice d'un collaborateur, encore que ça peut arriver. Mais les personnes morales, donc une entreprise, à l'exclusion de l'État, sont responsables pénalement selon les dispositions des articles machin du code, dès l'instant où les infractions ont été commises pour leur compte, par leurs organes et leurs représentants. Et donc là aussi, la question peut se poser de savoir si on peut retrouver des jurisprudences ou des décisions qui ont condamné une entreprise pénalement cette fois-ci pour des mauvais usages des outils par leurs collaborateurs. Et effectivement, on en a quelques-unes, dont une décision EDF Greenpeace, dans lequel effectivement EDF avait été considéré comme complice et certains salariés auteurs d'infractions par l'utilisation des outils informatiques de l'entreprise. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est dès l'instant où on est en face d'une responsabilité, est-ce qu'on doit faire quelque chose ou pas, et est-ce qu'il y a des règles qui conduisent à contrôler l'utilisation des collaborateurs des environnements numériques dans lesquels ils sont, parce que on va
Pardon, je me suis perdu dans mon explication. La question, oui, et dès l'instant où on a cette responsabilité engagée, on doit regarder quel est le cadre juridique applicable qui imposerait effectivement la mise en place d'un filtrage. Et là, on peut passer au slide suivant. C'est qu'on a plein de dispositions qui engagent toute personne, employeur inclus, à mettre en place des outils qui sont de nature à lutter contre un certain nombre de contenus. Les contenus diffamatoires, les contenus liés au harcèlement, les contenus liés évidemment à l'apologie du terrorisme, les contenus relatifs à la haine raciale, les contenus relatifs au négationnisme. Donc vous imaginez bien qu'en ce moment, en plus, vu l'ambiance tendue que l'on rencontre, il n'est pas rare de rencontrer des usages qui confinent au négationnisme, à la haine raciale, à l'antisémitisme, etc. Et donc, la question qui se pose, c'est dès l'instant où on a toutes ces obligations qui font qu'on n'a pas le droit finalement de diffuser ce genre de contenu et même on n'a pas le droit d'accéder à ce genre de contenu, l'employeur, d'une certaine manière, est tenu par une obligation de filtrage qui est de nature à empêcher les collaborateurs d'accéder à ce genre de contenu et encore plus à diffuser eux-mêmes via les outils informatiques de l'entreprise ce type de contenu. Donc ça, c'est un point important. Il y a aussi d'autres points qui sont un peu moins prégnants que les contenus qu'on appellera dégueulasses, parce que je n'ai pas d'autres mots, mais il y a d'autres obligations, notamment par exemple sur tout ce qui est filtrage en matière de téléchargement. On sait qu'on a une réglementation extrêmement forte en France sur le sujet, qui veut que on est tenu de mettre en place des outils qui permettent de lutter contre le téléchargement illicite à travers les outils évidemment de l'entreprise. Donc tout ça est connu et tout ça fait l'objet du filtrage, j'allais dire, historique. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y avait deux raisons principales et que dans ces raisons, il y a une raison historique qui est effectivement celle d'un filtrage des contenus illicites, ce que j'appelle moi la raison initiale. Maintenant, il y a une raison aujourd'hui qui s'ajoute à cette raison historique. Et je dis bien, elle s'ajoute. Elle ne vient pas se retrancher ou elle ne vient pas retrancher l'obligation historique. L'obligation historique, effectivement, c'est le contrôle de l'usage des collaborateurs de l'entreprise. L'usage actuel, c'est ce que disait Gabor tout à l'heure, la cybersécurité. On a de plus en plus de textes et tout le monde, je crois, autour de la table connaît au moins le RGPD, mais certains d'entre vous sont peut-être soumis à NIS 2, certains d'entre vous seront peut-être soumis à DORA, qui vise le monde financier, bancaire et assurance. Beaucoup d'entre vous peuvent être soumis à Sapin 2 avec l'obligation de mettre en place des outils de nature à identifier les comportements contraires aux intérêts d'une entreprise. Gabor a évoqué évidemment les normes. Alors moi, je suis pas dans le secteur normatif, je suis dans le secteur juridique, mais évidemment que dans le secteur juridique, on fait très attention à ces normes. Et donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de règles qui imposent des hauts niveaux de degré en matière de sécurité et de mettre en œuvre des outils qui ne sont pas définis. Il n'y a pas un endroit dans lequel on va vous dire il faut filtrer, à part peut-être dans la loi sur le téléchargement qui utilise ce mot. Mais pour les autres, on ne l'a pas. Par contre, on a des termes génériques qui disent vous devez mettre en place des outils. Et si on prend le simple exemple du RGPD, parce que dans la matinée, je n'aurai pas le temps de traiter tous les sujets, mais si on prend juste le cas du RGPD, vous avez un article, tu peux passer au slide suivant s'il te plaît, vous avez un article qui est l'article 32, qui est un article vraiment très important dans le RGPD, qui dit en gros que compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre, de la portée du contexte, des finalités et du risque, eh bien l'entreprise responsable de traitement doit mettre en place des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, je dis bien techniques et organisationnelles, appropriées, lesquelles, celles que vous estimerez appropriées. Là, pour le coup, je ne peux pas travailler à votre place, c'est une analyse de risque qu'il faut faire, afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque. Et on vous dit notamment, vous devez mettre en place des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, la résilience constante d'un système et des services de traitement. Et vous devez aussi mettre en place des outils permettant de mesurer, de contrôler, d'analyser, d'évaluer les mesures techniques mises en œuvre. Donc, en pratique, ça revient à quoi? Ça revient à dire, non seulement une entreprise doit mettre en place des outils permettant de lutter contre l'accès à des contenus illicites, mais l'entreprise doit aussi mettre en place des outils qu'elle décidera d'identifier en fonction des risques qui sont les siens,
et qui vont lui permettre de lutter aussi efficacement que possible contre ce qu'on appelle aujourd'hui les cyberattaques. Il y a une chose qui a changé fondamentalement depuis l'entrée en vigueur du RGPD, qu'on avait déjà en sous-jacent à travers la jurisprudence, mais qui là devient de plus en plus fort, c'est qu'en réalité, quand on ne met pas en place des outils de sécurité, parmi lesquels Olfeo le présentera tout à l'heure, Olfeo peut venir effectivement au service des entreprises pour lutter contre des attaques de type rançongiciel. Eh bien, la question qui va se poser si vous êtes victime d'un rançongiciel, c'est mais est-ce que vous avez mis en place les mesures dites appropriées permettant de lutter contre ces attaques? Si vous aviez, compte tenu de l'état des connaissances, c'est le premier paragraphe de l'article 32, compte tenu de l'état des connaissances, c'est-à-dire compte tenu de l'état du marché et des capacités pour le marché à vous proposer ce type de solution, eh bien, ces solutions existant aujourd'hui et étant relativement pérennes dans le temps, parce que c'est pas hier qu'on a mis en place des solutions de filtrage, eh bien, la question se pose, c'est mais est-ce que ne pas le faire vous expose en termes de responsabilité parce que vous avez été, encore une fois, négligent, vous auriez pu mettre en place des mesures et vous ne les avez pas mises en œuvre. Et moi, j'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, on passe un peu sans rendre compte d'un statut de victime à un statut de coupable, alors même qu'on est victime, c'est-à-dire que si vous faites l'objet d'une attaque de type rançongiciel et que cette attaque de type rançongiciel aboutit à l'accès illicite à des contenus, que ce soit des contenus donnés à caractère personnel, mais pourquoi pas d'autres contenus, des contenus liés à la confidentialité, à la sécurité de l'entreprise, eh bien, est-ce que finalement, vous n'allez pas vous retrouver à la fois victime, mais en même temps coupable? Victime, oui, parce que quelqu'un aura pénétré votre système d'information, donc c'est une attaque informatique, c'est une intrusion dans un système d'information, c'est un maintien frauduleux, c'est éventuellement une extraction de données, bref, on coche toutes les cases en matière de cyberdélinquance, et toutes ces cases-là, on les a dans le code pénal, on a tout un arsenal de règles qui protègent les systèmes d'information des entreprises. Donc, on est bien victime, il n'y a pas de sujet, on pourra déposer plainte, et puis la plainte pourra éventuellement être instruite pour autant qu'on arrive à retrouver les individus. La plupart du temps, ces individus, franchement, se cachent suffisamment bien pour qu'on ne les retrouve jamais. Mais la question qui va se poser, c'est mais est-ce que vous n'êtes pas vous-même coupable de ne pas avoir respecté les dispositions de l'article 32? Vous aviez à votre disposition un certain nombre d'outils, vous ne les avez pas mis en œuvre, donc le juge pourrait vous considérer comme responsable, et le juge, en l'occurrence ici, en matière de données à caractère personnel, c'est la Commission nationale informatique, autrement appelée la CNIL. Et si vous regardez les décisions rendues par la CNIL sur on va dire les 2 dernières années, mais de toute façon déjà dès 2018, c'est-à-dire l'entrée en vigueur du RGPD, beaucoup de ces condamnations, si ce n'est pas 80 ou 90% d'entre elles, je n'ai pas fait des statistiques complètes, mais en tous les cas, c'est l'image que je m'en fais, portent sur des condamnations des entreprises pour non-respect des dispositions de l'article 32 en matière de sécurité. Donc, et les condamnations, vous pouvez les trouver très facilement sur Internet, mais les montants, vous les connaissez, c'est 2 à 4% du chiffre d'affaires d'une entreprise, c'est 10 à 20 millions d'euros quand on n'a pas de chiffre d'affaires. Alors évidemment, il y a très peu d'entreprises qui ont eu la chance d'être condamnées à ces montants-là, mais la dernière condamnation qui a été rendue porte sur Canal+, elle est quand même à 600 000 euros. Il y a une vingtaine d'entreprises qui se sont fait condamner simultanément parce qu'on est passé sur un mode procédural express, puisque les montants étaient inférieurs à 20 000 euros par entreprise, mais en tous les cas, il y en a une vingtaine qui se sont fait toper. Et quand on regarde ce que dit la CNIL dit, oui, effectivement, si vous n'avez pas sécurisé suffisamment votre système, vous êtes condamné au sens de l'article 32 pour défaut de sécurité. Donc, la question qui est posée aujourd'hui, c'est on est à la fois victime et coupable, on est victime d'une attaque informatique, mais on peut se retrouver coupable avec vis-à-vis de la CNIL, mais aussi vis-à-vis d'autres acteurs. Imaginez que vous ayez une assurance cyber, et l'assurance cyber vient vous voir et vous dit, bon, écoutez, moi, je vous ai bien couvert, pas de problème, mais il fallait mettre en place un certain nombre d'outils, vous ne les avez pas mis. Voilà, donc c'est comme si vous aviez une assurance à la maison, on vous demande de fermer la porte à clé, d'avoir si possible une porte blindée, 5 points de sécurité, puis j'en sais rien, moi, des barreaux aux fenêtres, ou en tous les cas de fermer les volets roulants, et vous le faites pas. Et donc, effectivement, vous êtes victime. On est bien rentré chez vous, on a bien volé des choses, mais au final, l'assureur ne vous couvre pas parce que vous n'avez pas respecté les engagements qui étaient les vôtres. Donc, le premier item qui me paraît le plus important pour moi, c'est je ne vois pas aujourd'hui
comment on peut échapper à la mise en œuvre d'outils qui permettent de contrôler l'usage des collaborateurs des outils informatiques. Je ne vois pas comment on peut ne pas mettre en place des outils de filtrage qui permettraient de lutter contre des rançongiciels. Et je pense que les entreprises qui ne le font pas sont effectivement aujourd'hui juridiquement exposées, même si, comme je vous l'ai dit, quand on regarde la réglementation, on dit les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité, la résilience. Il n'y a pas marqué filtrage, j'en conviens. N'empêche qu'il y a marqué aussi compte tenu de l'état des connaissances, et les connaissances, vous les avez en matière de filtrage. Donc ça, c'est pour la partie numéro 1, c'est-à-dire le rappel de vous avez bien raison de participer à ce webinaire et vous avez bien raison de vous doter d'un outil de filtrage. Ceci dit, une fois que vous avez décidé de vous doter d'un outil de filtrage, il y a une problématique de déploiement. Cette problématique de déploiement, comme tous les outils informatiques, elle va se découper en deux. Elle va se découper en une phase amont et en une phase production. La phase amont, c'est on va mettre en place les règles du jeu. Et puis la phase de production, c'est on a mis en place l'outil et d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on fait avec sur un plan juridique. Sur l'amont, il ne faut pas oublier que la mise en place d'un outil de filtrage répond à deux règles, une règle d'information, une règle de responsabilisation. Une règle d'information, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas contrôler un collaborateur, en tous les cas, on pourrait contrôler un collaborateur sans définir les règles du jeu, mais elles ne lui seraient pas opposables. Je veux dire par là que si jamais on utilisait des outils de filtrage et qu'on utilisait des données liées à cet outil de filtrage pour éventuellement sanctionner un comportement illicite d'un collaborateur, eh bien, on ne pourrait pas sanctionner le collaborateur si les règles n'ont pas été établies, si l'information n'a pas été communiquée et surtout si le document qui est opposable au collaborateur n'est pas une charte des systèmes d'information passée devant les instances représentatives du personnel. Donc, je répondrai tout à l'heure, Stéphane, à votre question. Je l'ai vu dans la série des questions. Puis, si vous avez d'autres questions, les uns et les autres, n'hésitez pas à les poser. On y répondra tout à l'heure. Mais effectivement, on ne peut pas sanctionner un collaborateur aujourd'hui si on n'a pas une charte des systèmes d'information, et je dis bien une charte des systèmes d'information annexée au règlement intérieur, c'est-à-dire quelque chose qui soit opposable. Alors, ça ne veut pas dire que l'État ne pourrait pas poursuivre, un collaborateur d'une entreprise qui aurait des propos négationnistes ou qui accéderait à des contenus terroristes, parce que là, on n'est pas sur un problème de sanction d'un salarié vis-à-vis d'un employé, d'un employeur vis-à-vis d'un salarié, on est au niveau d'une action pénale menée par les autorités compétentes. Et donc là, que la personne soit salariée ou pas, il n'y a pas de sujet. Mais si un employeur veut sanctionner un collaborateur sur ce type de contenu, alors il ne peut pas le faire s'il n'a pas de charte. Ça, c'est la première summa divisio. La deuxième, c'est la responsabilité des gens. C'est-à-dire que quand vous mettez un outil de filtrage ou n'importe quel outil de sécurité et de monitoring, vous allez avoir accès à des informations. Et ces informations, la plupart du temps, sont accessibles à des admins, que ce soit des admins internes ou des admins externes. Ces gens-là vont avoir accès à des données un peu brutes et singulièrement vont avoir accès à des profils d'utilisateurs, à la manière dont les utilisateurs accèdent à Internet, etc. Et là, la question, c'est est-ce qu'on ne doit pas responsabiliser les administrateurs? La question a déjà été tranchée par la CNIL, qui dit qu'un administrateur, ce n'est pas un salarié comme un autre. On doit lui opposer évidemment la charte informatique en tant que salarié, mais on doit aussi lui imposer un certain nombre de règles du jeu, des droits et des obligations en tant qu'administrateur. Et c'est pour ça que dans la plupart des entreprises aujourd'hui, en plus de la charte des systèmes d'information, je dis bien en plus, et à côté, pas dedans, parce que tous les salariés ne sont pas des admins, sauf si vous avez une boîte dans laquelle tout le monde a des droits d'admin ou des droits étendus. Mais si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire une entreprise normale, alors on a une charte des systèmes d'information d'un côté et on a une charte admin de l'autre. Ça, c'est pour l'amont. Alors, je ne parle pas évidemment des contrats, des logiciels, etc. Ça fait partie de la panoplie de la mise à disposition d'un logiciel. Et puis après, il y a l'aval. L'aval, c'est quoi? C'est est-ce que aussi j'ai informé les personnes en termes de données à caractère personnel? Parce que la charte des systèmes d'information, elle n'est pas faite pour ça. La charte des systèmes d'information, elle est faite pour réguler les usages du salarié. Elle n'est pas faite pour informer les collaborateurs sur leurs droits et obligations en matière de données à caractère personnel. Et donc, dans une entreprise ou acteur public normalement constitué, on devrait avoir ce qu'on appelle une politique de confidentialité orientée salarié, stagiaire, candidat, etc., en disant clairement
nous avons parmi les traitements un traitement de filtrage. Ce traitement de filtrage fonctionne de telle manière. Les destinataires de cet outil de filtrage sont un tel et un tel. La durée de conservation des données est un tel et un tel. Et j'attire votre attention sur le fait que dans la décision sur Canal, par exemple, Canal a été condamné parce que dans leur politique, alors ce n'était pas la politique salariée, c'était la politique client, mais ils n'avaient pas mis avec force détail la liste des durées de conservation et les durées concernées. Donc, il faut être extrêmement attentif à cette politique d'information. Si vous en avez une, et j'espère que vous en avez vu une sur vos salariés, la question c'est est-ce que effectivement elle vise bien parmi les traitements mis en œuvre le filtrage. Évidemment, je crois qu'il y a quelques DPO et quelques experts en données personnelles dans notre auditoire, ne pas oublier le registre des opérations de traitement. Toute entreprise ou acteur public doit avoir un registre des opérations de traitement qui intègre l'ensemble des traitements mis en œuvre dans l'entreprise. Le filtrage fait partie des traitements de l'entreprise. Alors, soit il est autonome, soit il est inclus dans tous les outils de monitoring de comportement des salariés, mais dans tous les cas, vous ne pouvez pas ne pas avoir un registre des opérations de traitement qui intègre la notion de filtrage. Vous avez des questions liées à la durée de conservation. Combien de temps on a le droit de conserver les données, les logs sur l'outil de filtrage si on arrive à la fin de la période concernée, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les purge? Est-ce qu'on les purge pas? S'il y a un contentieux, est-ce qu'on a le droit de les conserver alors même que la date est passée? Une vraie question. Une autre question qui est très importante, et vous l'avez peut-être déjà rencontrée, il y a de plus en plus de salariés ou d'agents qui font valoir leur droit d'accès au sens du droit des données à caractère personnel. Et donc, ce faisant, ils demandent à avoir accès à toutes leurs données. Et la question qui va se poser ou qui se pose déjà, c'est mais toutes leurs données, c'est quoi? C'est les données RH, évidemment, qui sont dans le SI RH, mais c'est aussi tout un autre champ de données, dont des données techniques liées à des outils et donc, pourquoi pas, des outils de filtrage. Et puis, l'utilisation de ces outils, précontentieuses ou contentieuses, ça doit s'organiser de manière propre. La gestion de la preuve, ce n'est pas quelque chose qui se fait de manière anodine, même si effectivement, en droit du travail, alors là, je parle plutôt pour les prud'hommes, donc la partie civile, au sens civil du terme, on est relativement laxiste ou très open sur les modalités de gestion de preuve. Maintenant, c'est vrai que si on avait une preuve contre un collaborateur, il faudrait quand même sans doute faire un constat d'huissier sur l'interface d'admin de l'outil de filtrage pour pouvoir rendre la chose plutôt opposable au juge. Dernier point sur la partie production, c'est cette éternelle question filtrage des contenus sécurisés, TLS et autres. Là, Gabor en a parlé. De toute façon, la CNIL demande, et vous avez le slide d'après, la CNIL demande à ce que tous les accès Internet soient sécurisés. Donc, ça veut dire que si tous les accès Internet sont sécurisés, moi, si jamais je ne peux pas contrôler les flux sécurisés, je ne peux plus rien contrôler. Et l'ANSSI a posé une recommandation. Alors, elle est vieille maintenant, elle n'a pas été mise à jour, c'est dommage, mais en tous les cas, elle existe, sur les recommandations en matière de filtrage des flux HTTPS. Donc, ça veut dire que si d'un côté, la CNIL dit qu'il faudrait mettre de la sécurité des accès Internet partout, et d'autres, l'ANSSI qui dit, écoutez, on doit pouvoir aussi filtrer ce genre d'accès, la réponse, là encore, elle est claire. Il n'est pas illégal de déchiffrer ou en tous les cas d'utiliser des solutions qui permettent de filtrer les contenus, y compris protégés. Maintenant, encore une fois, il faut définir les règles du jeu. Tout ça, c'est dans la politique d'information, c'est dans la charte des systèmes d'information. Et enfin, dernier point, et j'en aurai terminé, je suis presque dans les temps, presque. C'est le choix d'une solution. Donc, c'est quoi les critères de choix d'une solution? Alors, évidemment, moi, je vous inviterai à aller choisir Olfeo, puisqu'on est là avec Olfeo, mais il y a plus que des raisons techniques à aller choisir un prestataire. Il y a aussi des questions juridiques. Quel est le référentiel légal utilisé, par exemple, pour le filtrage par cet éditeur? Est-ce qu'il utilise bien les règles de notre droit à nous et pas on ne nous impose pas un droit américain, un droit chilien, un droit argentin qui n'aurait pas de consistance dans notre environnement juridique. Il y a la problématique effectivement du RGPD et de la localisation des données et des flux transfrontières. Bref, il y a tout un environnement à traiter dans votre choix sur l'acteur
là encore, coche le plus de cases possible en termes de performance technique, en termes de performance, on appellera économique, et puis en termes de respect des obligations juridiques. Et puis, concernant le RGPD, alors moi, j'ai pas de parti pris, je fais confiance à Olfeo sur ce qu'ils disent, mais vous pouvez aller sur le site d'Olfeo, c'est le slide suivant et j'en aurai fini, où vous avez un ensemble d'explications sur la manière dont Olfeo respecte le RGPD. Je vous rappelle effectivement que quand on est un éditeur d'outils logiciels en SaaS, on est ce qu'on appelle en RGPD un sous-traitant, que ce faisant, si on a accès à des données à caractère personnel ou si on les héberge, on doit respecter un certain nombre de règles du jeu. Et vous retrouvez sur le site de Olfeo l'ensemble des éléments qui attesteraient de leur conformité. Voilà, j'en ai terminé avec un adage que j'adore, qui est une création purement de moi-même. Intéressez-vous au droit avant que le droit ne s'intéresse à vous, parce que c'est malheureusement à la fin qu'on se rend compte qu'on aurait dû mettre en place des trucs et qu'on les a pas mis, et que finalement l'employeur qui se retrouve responsable, comme on l'a vu tout à l'heure, il va se retourner contre qui? Il va se retourner contre vous les RSSI, vous les DPO, vous les DSI, bref, vous les admins, vous qui auriez dû mettre en place des outils de filtrage. J'en ai terminé, je suis à votre disposition pour répondre aux questions qui commencent à tomber après l'intervention d'Olfeo. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Du coup, je vais reprendre la lourde tâche de reprendre après Eric dessus. Donc, Marc Loiseau, j'ai pris la place de Gabor. Donc, de vous présenter déjà, puisque la plupart d'entre vous nous connaissent déjà, mais certains ne nous connaissent pas rapidement. Donc, hop. La partie Olfeo, notamment qui nous sommes. Donc, Olfeo, on existe maintenant depuis plus de 20 ans. Eric a effectivement vu la genèse de la société avec notre président directeur général. Donc, nous avons 4 offres actuellement au catalogue. Donc, la dernière, Olfeo SaaS, qui vient d'arriver, qui a été vendue justement cette année, qui est mise en place. Olfeo On-Premise, qui est notre solution historique. Olfeo Awareness, qui est notre solution d'e-learning, qui vient donc en complément justement du SaaS et du on-premise sur la formation e-learning auprès de vos utilisateurs, aussi bien au terme de cyber que justement sur la RGPD et les lois Sapin. Et la dernière qui est donc l'Olfeo OM, qui est la mise à disposition donc, de nos bases de données URL auprès des acteurs et éditeurs cyber tierces, puisque Olfeo est déjà reconnu sur cette partie-là. Donc, on est déjà reconnu au niveau de notre expérience, puisqu'on est un des leaders européens de la sécurité du web, mais on est, il faut que vous le sachiez déjà, le leader sur la partie proxy web en France, avec plus de 36% de part de marché. Comme je le disais en préambule, ça va faire plus de 20 ans qu'on existe, et donc c'est plus de 1000 clients, tout type de domaines confondus, qui nous font confiance, dont une partie d'entre vous. Nous avons aussi notre expertise, puisque c'est plus d'1 milliard de requêtes web qui sont analysées par jour par nos équipes. Vous avez donc aussi 20 millions de domaines dans notre base de filtrage. Et donc, comme on disait, nous sommes made in France, puisqu'on est situé sur Paris et que notre produit sous souverain. C'est plus de 60 collaborateurs, donc plus de la moitié qui sont dédiés sur la partie recherche et développement. Et bien sûr, nos produits sont récompensés par des labels tels qu'utilisés par les armées françaises et le label France Cybersécurité. Donc, parmi les clients, il est bon à noter que le principal qui va nous intéresser aujourd'hui, la CNIL fait partie de nos clients, donc c'est d'où l'intérêt et la confiance qu'ils nous accordent. Je vais repasser sur la partie connaissance. Il faut que vous sachiez qu'effectivement, en tant qu'acteurs de la cyber, nous disposons d'une technologie qui s'appelle Trust Centric et qui est rendue en fait possible grâce à la qualité de notre base de données URL. Sachez que plus de 99% du taux de reconnaissance chez des requêtes URL sont reconnus par l'Olfeo chez nos clients. Généralement, pour les grands comptes que je gère, on est dans les environs de 99,6, 99,7. L'intérêt de la base, justement, c'est grâce à cette base qui est présente, avec plus de 9 thématiques et plus de 100 catégories, et puisqu'il y a une nouvelle catégorie qui va apparaître, qui a été demandée, et qui était celle sur les IA. Donc, tout ça est obtenu grâce à notre équipe classification, grâce à une double analyse qui est faite par un seul logiciel d'IA qui est développé en interne, et aussi par une équipe humaine qui va effectivement assurer la qualité du classement chez nous. Comment est-ce qu'Olfeo va pouvoir en fait s'intégrer et se conformer par rapport aux différents points qu'a évoqué Eric lors de la présentation initiale, notamment, je vais reprendre sur la partie TLS, puisque beaucoup d'entre vous étaient revenus vers nous sur cette partie-là.
Donc, la partie déchiffrement TLS va pouvoir effectivement être simplifiée de notre côté, puisque de base, vous avez la possibilité de rajouter des catégories relatives aux sites et aux données personnelles en exclusion. Donc, de base, vous avez, par rapport aux recommandations qui avaient été émises par l'ANSSI sur le fameux document qui était un peu daté, mais qui est toujours présent et qui est toujours une référence. Donc, on élimine tout ce qui est partie banque, assurance et caisse plus santé. Et en fonction de vos besoins, vous pouvez aussi retirer des exclusions sur certaines catégories. Donc, c'est là où effectivement Olfeo va pouvoir vous accompagner sur la partie légale, sur la partie déchiffrement. Sachant que je permets quand même de rajouter, si vous voulez avoir un filtrage de qualité, il vous faut cette partie déchiffrement de manière à ce qu'on soit le plus poussé au niveau des informations dessus. Autre avantage, nos catégories, puisqu'on a une catégorie illicite qui est reprise constamment par rapport au texte de loi et qui est mise à jour aussi constamment par nos équipes. Donc, elle permet effectivement de vous mettre toujours à jour sur cette partie qui est très intéressante. Sachez également que par rapport à ce que je disais sur les 100 catégories de filtrage granulaire, la base est mise à jour constamment, c'est-à-dire que quasiment sur la partie SaaS sur laquelle vous avez une présentation, elle est mise quasiment à la minute, elle est mise à jour. Et on intègre aussi, pour certains d'entre vous, vous m'aviez posé la question, la base Toulouse, et on va aller même plus loin puisque nous avons des rectorats, des universités, des collèges qui se font parmi nos clients et qui donc font des remontées de demandes de catégorisation sur notre base. Autre point important dont on parlait tout à l'heure, la partie charte, donc charte informatique, qui est donc, vous avez la possibilité de le déployer et de le mettre à disposition de vos utilisateurs. C'est-à-dire que vous avez la possibilité effectivement de pousser la charte par l'utilisateur au moment de sa première connexion pour pouvoir lui mettre votre propre texte, vos propres informations et surtout faire signer cette charte. Ce qui vous permet effectivement de la délivrer personnellement auprès de l'utilisateur et de s'assurer que ce dernier a bien pris en compte la charte. Ensuite, il va pouvoir accéder à Internet ou vous pouvez le bloquer tant qu'il n'aura pas validé la prise en considération de cette charte. Elle est aussi utilisée non pas que pour la charte informatique, elle peut être utilisée par les administrateurs pour envoyer des messages ou faire valider d'autres documents qui seraient aussi nécessaires de faire valider en interne. Donc, c'est là où Olfeo va pouvoir avoir sa valeur ajoutée et pouvoir vous accompagner aussi sur la partie légale. Je termine effectivement sur la partie blocage, puisque dans la notion d'Olfeo et les catégories sur lesquelles Eric avait travaillé dessus, vous avez la possibilité de mettre des textes et des informations spécifiques par rapport aux pages de blocage qui sont spécifiques aux catégories que vous allez bloquer au niveau de vos utilisateurs. Donc, on va y retrouver effectivement les textes de loi qu'on avait sur notre catégorie, toutes les informations qui sont liées à cette dernière, donc pour pouvoir former vos utilisateurs. Et elle va en complément effectivement de cette fonction awareness dont on parlait initialement, qui était effectivement la partie e-learning de Olfeo, qui est sur la partie cybersécurité, mais pas que, aussi en termes sur les textes de loi, donc je le disais, Sapin 2 et RGPD. La partie aussi importante de la gestion des logs et des statistiques que vous pouvez anonymiser ou désanonymiser en fonction de vos droits administrateurs, forcément, pour pouvoir avoir les accès, à vous donner les accès, ou si jamais vous avez des commissions rogatoires, pour pouvoir refournir les éléments qui sont nécessaires à la demande en fonction des cas particuliers. Donc, ça fait aussi partie des éléments qu'Olfeo met à disposition sur ces outils en conformité avec justement la loi française. La partie awareness dont je parlais tout à l'heure, vous en aviez déjà parlé. Et comment est-ce qu'Olfeo, en final, va s'assurer de la conformité des données de navigation des collaborateurs par rapport à la RGPD, notamment sur la partie SaaS dont évoqué Eric tout à l'heure. Donc, la solution SaaS se tourne en fait sur un service cloud souverain, forcément qui est hébergé par Orange Business, sur des serveurs qui sont situés en France. Donc, les données de navigation sont aussi stockées pendant 365 jours légales en France et elle n'est pas soumise à des lois d'extraterritorialité, effectivement, le Cloud Act. On ne retient pas sur la partie SaaS les données d'authentification telles que les logins et les mots de passe, donc il n'y a rien de stocké sur Olfeo. Et les seuls éléments qui sont stockés sont donc dans chaque requête l'URL de destination, le timestamp forcément et les informations de l'utilisateur. Ce sont les trois principaux critères qui sont retenus légalement pour pouvoir effectivement être utilisés sur les logs. Avec tous ces éléments-là, effectivement, vous êtes bien armé sur la partie information juridique et par rapport aux termes de loi. Vous avez la possibilité, comme le disait Eric, de télécharger des livres blancs qui ont été
fait parole féo avec Eric en particulier, notamment sur la partie risque juridique. Donc, n'hésitez pas à venir les télécharger. Et je pense qu'on va en profiter pour passer directement sur les questions qui ont été posées. Là, je vois il y a pas mal de questions qui ont été faites. Et qui sont toutes intéressantes. Oui, alors du coup, je propose qu'on les prenne par ordre du premier au dernier. Parce que Stéphane a posé la question dès le début, donc on va peut-être commencer par répondre à Stéphane. Donc, j'ai la possibilité d'afficher la question directement à l'écran. Donc, du coup, je pense que la première est quand même relativement pour toi, Eric. Ouais, tout à fait. Donc, dans le cadre d'Alcatel, une charte aurait-elle permis? La réponse est oui. C'est de toute façon un des éléments qui était comment dire, reproché à l'entreprise, c'est de ne pas avoir mis en place de règles du jeu, voire même avoir été laxiste. En l'occurrence, dans le cas particulier d'Alcatel, on était quand même un peu au début, faut être honnête. Mais ça reste pertinent. Hein. On reprochait, enfin quand je dis on, c'est le juge reprochait à Alcatel, en plus de ne pas avoir mis en place de règles, d'avoir été très laxiste en disant, il y avait un message de la DRH à l'époque en disant, allez-y les gars, utilisez les outils, y compris à des fins personnelles. Plus vous allez utiliser l'outil, même à des fins perso, mieux ça va être pour l'entreprise en termes de performance. Donc c'était exactement l'inverse de ce qu'il fallait faire. Encore fallait-il le savoir à l'époque. Voilà. Maintenant, je pense que tout le monde le sait et que je vais pas passer au vote et je vais pas vous demander tous si vous avez une charte des systèmes d'information, mais si vous en avez pas, vous êtes en danger. Et si vous en avez une, vous pouvez quand même être en danger parce que le problème des chartes, c'est qu'il y a une espèce de frénésie des chartes dans les années 2000-2010. Et moi, quand je fais des audits de sécurité ou quand je fais des audits de conformité RGPD, je demande à voir les chartes des systèmes d'information et on me présente des trucs un peu pourris, il faut être honnête, qui datent d'il y a 10 ans, 15 ans, qui n'ont pas été mis au goût du jour, qui n'ont pas été repeints au RGPD et donc qui sont assez mauvaises, quoi. Ok, prochaine question, toujours de Stéphane. Alors Stéphane, oui, la réponse est oui. Quand on a un admin, qu'on ait un admin interne ou un admin externe, il faut effectivement définir des règles du jeu. Dans le cadre d'un admin interne, la CNIL préconise d'avoir un avenant au contrat de travail. Moi, je pense que c'est un peu tordu. Enfin, c'est un peu compliqué, surtout quand on leur a pas demandé au début. Si aujourd'hui, c'est un standard dans le contrat de travail, tout va bien. Si ça ne l'est pas, moi, je préconise plutôt une charte admin. Et si on a des admins externes, évidemment, et ça doit être dans le contrat de prestation de service avec la société, le SN avec laquelle vous travaillez, et à charge pour elle, effectivement, de faire respecter ces règles du jeu à ses salariés. Mais faire attention aussi à un écueil qu'on a systématiquement dans les chartes des systèmes d'information et dans les chartes admin, c'est qu'on veut absolument les faire appliquer à des personnes extérieures alors qu'elles ne sont pas salariées et que naturellement, une charte SI et une charte admin ne s'appliquent pas à une personne extérieure, sauf si dans le cadre du contrat entre l'entreprise et l'ESN, enfin la société de service, il y a bien des engagements qui font que l'entreprise prestataire de service doit assurer la confidentialité, etc., de ses propres salariés. Ok, la prochaine question est plutôt une remarque, j'ai l'impression, qui a été faite pendant, plus ou moins, je crois, au milieu de ta présentation, grosso modo. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question, Sylvie, donc si vous voulez la compléter, pas de problème. Mais si je comprends ce que vous dites, c'est quand on a des prestataires, on a des obligations contractuelles à spécifier. La réponse est oui. Quand on a des prestataires, notamment en matière de logiciels, si le prestataire propose une solution hébergée, donc en mode SaaS, il est ce qu'on appelle, je l'ai dit tout à l'heure, sous-traitant au sens du RGPD. Ça veut dire que non seulement on doit avoir un contrat avec le prestataire, mais en plus, il doit y avoir des règles du jeu précises entre le prestataire et le client. Au regard de l'article 28 du RGPD qui fixe les obligations en matière contractuelle en disant voilà, il y a 8 obligations à respecter, il y a 8 clauses à mettre, vous les avez, vous les avez pas, c'est un sujet. Et c'est vrai avec tous les prestats. Dans quelle mesure est-il possible d'accéder à un accès Internet type grand public sans filtrage? Alors, j'imagine que grand public, ça doit rejoindre la question. Quelqu'un a fait un complément, je pense que vous parlez de la même chose. C'est-à-dire les accès publics au sens les personnes qui viennent dans une mairie ou n'importe quoi et qui se connectent directement à des bornes Wi-Fi en accès libre.
Alors, la loi est assez simple, hein. La loi dit quelqu'un qui donne un accès Internet est tenu de filtrer. Voilà, ça c'est la loi. Maintenant, la pratique, c'est que tout le monde s'en fout et que quand je vais manger au McDo, je me connecte au réseau Wi-Fi du McDo qui a zéro charte, zéro, je sais pas quoi. Bon, en même temps, je vais pas au McDo pour regarder des sites cochons, donc je peux même pas vous dire si chez McDo c'est filtré ou pas. Mais en tous les cas, c'est vrai que la règle de base, c'est plus vous filtrez, moins vous êtes responsable. Voilà. Maintenant, après, si vous ne filtrez pas, mais que l'opérateur avec lequel vous travaillez lui-même filtre, puisque c'est une obligation légale des opérateurs de télécom de fournir des outils de filtrage, bon, on peut peut-être s'en sortir, mais la plupart des endroits dans lesquels, alors j'ai bien vu hein, la notion de on est pauvre, on n'a pas d'argent, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est pauvre, on n'a pas d'argent, en matière de RGPD, ça ne marche pas. Voilà. Évidemment que le RGPD, ou en tous les cas la CNIL, tiendra compte de votre surface financière pour dire, bon ben voilà, là vous êtes Total, vous êtes gentil, avec les milliards que vous avez, vous pouvez mettre des outils performants et chers, et là vous êtes un office de tourisme ou une mairie, bah oui, vous avez des budgets contraints, vous n'avez pas d'argent, de toute façon les acteurs publics n'ont pas d'argent, donc on mettra au bon niveau les éléments. Voilà. Mais je n'ai pas moi vu de condamnation aujourd'hui d'entreprises liées à un usage public des connexions Internet type Wi-Fi. Mais si vous allez, je sais pas moi, dans une gare, un aéroport, hier je faisais un audit chez un comment on appelle ça, un centre d'appel. Et ben, pour pouvoir accéder au Wi-Fi guest du centre d'appel, il y avait tout un tremblement technique. On m'obligeait à signer une charte. Enfin bon, tout un tas de choses qui me semblent, moi, relever des bonnes pratiques. Prochaine question. Alors, dans le contexte du télétravail où un collaborateur utilise sa connexion personnelle pour travailler, quelles sont les obligations de l'employeur en matière de filtrage? Alors, si on est sur du télétravail, là encore une fois, il faut faire très attention. Vous savez qu'on a d'une certaine manière l'obligation de réguler le télétravail hein, à travers soit des chartes, soit des codes, soit des règles à définir. Évidemment que l'accès à des contenus est important. Si vous avez un accès qui est un accès privé, qu'il n'y a pas de VPN, qu'on n'accède pas au réseau de l'entreprise, parce que si vous accédez au réseau de l'entreprise via un VPN, bah, vous allez avoir tous les outils de l'entreprise qui vont se déclencher. Mais si vous êtes sur un accès pur salarié, bah, la seule chose que vous avez à faire, c'est rappeler au collaborateur que s'il est sur un accès perso et qu'il fait des conneries perso, bah, il engagera sa responsabilité perso. Oui, la réponse est oui. La notion de responsabilité telle qu'elle existe dans le Code civil, en fait, elle est applicable aussi dans l'environnement administratif, si ce n'est que dans l'environnement administratif, ils avaient des obligations complémentaires. Il peut y avoir ce qu'on appelle la responsabilité sans faute, mais il y a aussi l'obligation, par exemple, de notifier aux autorités compétentes au bénéfice de l'article 40 du Code de procédure pénale les crimes et les délits. Or, tout ce qu'on a vu tout à l'heure, l'apologie de ceci, l'apologie de cela, le harcèlement, etc., sont des délits. Donc, comme ce sont des délits, si jamais quelqu'un identifiait ce type de contenu, chez un acteur public, on aurait l'obligation de le notifier auprès des autorités compétentes, c'est-à-dire police et gendarmerie. Du coup, sur la prochaine question, c'est moi qui vais répondre rapidement à Sylvie. Oui, ça, c'est sûr. Sur la partie filtrage, je me doute. Sur la partie filtrage de proxy, quel impact sur les performances? En fait, sur la partie SaaS, aucun, puisque effectivement, tout est hébergé en interne chez Olfeo. Donc, pour vous, c'est transparent. Si vous êtes en on-premise, de toute façon, vous êtes sur des VM. Donc au moins un master et deux slaves qui est largement suffisant pour pouvoir absorber les rapides. Là où il y aurait peut-être éventuellement un impact, ça serait effectivement en activant la partie TLS, ce qui est normal, c'est la plus gourmande. Mais à ce moment-là, de toute façon, Olfeo ne vous facture pas au niveau du nombre de VM qui sont déployés, mais plutôt au nombre d'utilisateurs. Donc aucun souci, vous déployez autant de VM que nécessaire par rapport à votre besoin. J'espère avoir répondu. Je pense qu'on revient à toi, Eric. Je crois qu'on a déjà répondu, puisque c'est finalement le trafic Internet des collaborateurs qui surfent en dehors de l'entreprise. Donc là, bah, soit on a du matériel entreprise, et ça, bah, c'est pareil, hein, déporté ou pas déporté, c'est la même chose. Soit c'est du matériel perso, et là, il faut transférer la responsabilité. Alors oui, j'ai vu la question, elle est extrêmement intéressante. Je pense qu'elle est presque plus pour Olfeo que pour moi. En fait, mais j'ai la même chez moi, hein, pour être transparent avec vous. Moi, je suis avocat et je gère des contentieux sur des accès illicites.
on a du filtrage chez nous. J'ai pas le droit d'aller sur un certain nombre de sites, normal. By the way, moi, je suis obligé d'y aller. Donc, on m'a donné un accès libre, sans filtrage. Donc, je pense, mais là, je parle sous contrôle de Gabor, que l'outil permet de paramétrer éventuellement utilisateur par utilisateur et de permettre un full access à certains utilisateurs sans filtrage. Je ne sais pas, là, franchement. Non, non, en effet, pour apporter un complément de réponse, on peut à la fois filtrer en fonction du profil de la personne. Donc, il peut y avoir en effet des personnes qui ont vocation à accéder à des sites qui ont des contenus qui sont légitimes, mais qui contiennent des mots-clés qui seraient considérés comme a priori illicites, comme tout ce qui concerne les drogues ou les médicaments ou des choses comme ça. Et une des forces de la solution de Orfeo, c'est que nous sommes quand même capables d'identifier les sites qui contiennent des termes et des contenus malicieux, mais qui sont quand même légitimes. On sait très bien que les médecins, les infirmiers ont besoin quand même d'accéder à des sites de médicaments, drogues, etc. Et on est tout à fait capable d'identifier, de flaguer ces sites, de les catégoriser de la bonne manière à ce que cela ne pénalise pas le travail des personnes, notamment dans les hôpitaux. J'ai d'autres exemples en tête aussi pour les mairies. Je pensais à l'exemple de Marseille qui avait des problématiques de surveillance des sites de personnes qui faisaient du naturisme, donc, qui a priori pouvaient être considérés comme du contenu illicite au sens image érotique ou autre, mais qui était légitime d'un point de vue travail effectué par les agents de la ville. Et donc, de nouveau, une des forces de la solution Orfeo, c'est que nous avons cette capacité de classification et de catégorisation des contenus qui peut être faite de manière très, 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 très fine afin d'autoriser les agents assermentés à correctement faire le travail. Voilà, prochaine question. Prochaine question, on a déjà répondu, c'était le complément de Stéphane, je crois, à une question de Thomas. Alors, ouais, celle-là, elle est très très bonne. Qui va être responsable? Alors, ça va dépendre des textes. Et c'est amusant que vous posiez cette question parce que dans les nouveaux textes, notamment les textes sur NIS 2, DORA, etc., la responsabilité du chef d'entreprise à titre personnel peut être engagée, voire même on peut le suspendre pour un certain temps de ses activités. Après, en vrai, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'une entreprise est attaquée. On va se retourner contre qui? Contre ceux qui, évidemment, auraient dû peut-être mettre en place les outils. Donc, on va se retourner vers DSI, RSSI. Donc là, on va pas être au niveau d'une faute pénale, mais on va être au niveau d'une faute prud'homale. Et si on considère que le DSI ou le RSSI était en connaissance de cause, était en capacité de mettre en place un outil, qu'il ne l'a pas mis en œuvre, mais surtout même qu'il ne l'a pas proposé à l'employeur, d'une certaine manière, sa responsabilité peut être engagée. Un admin, lui, sa responsabilité sera essentiellement engagée sur le non-respect de la charte admin dont je parlais tout à l'heure, savoir est-ce qu'il a respecté les règles du jeu ou pas, et lui aussi, éventuellement sur un plan prud'homal, est-ce que il a couvert, par exemple, quelqu'un parce que c'était son pote et qu'il aurait dû le dénoncer, il ne l'a pas fait. Voilà, donc c'est le genre de choses, effectivement, où on ne peut pas exclure du tout la responsabilité personnelle des employés dans le cadre, encore une fois, de leur activité professionnelle. Maintenant, la responsabilité aussi au titre du RGPD, elle porte sur le responsable de traitement, donc elle porte sur l'entreprise ou l'acteur public. Prochaine. Alors, c'est une obligation des opérateurs télécoms de filtrer, oui, mais de base dans les abonnements où ça peut être une option payante. Alors, a priori, comme c'est une obligation légale, il n'y a pas de raison que ce soit payant. Et je crois que la plupart des opérateurs aujourd'hui et les accès Internet fournissent des outils de filtrage. Pour moi, la question, c'est est-ce qu'ils sont pertinents, performants, est-ce qu'ils sont bien paramétrés, est-ce qu'ils sont utilisés? Je pense que cette question est plutôt pour Orfeo. Alors, pour nous, effectivement, sur la partie Ucopia, je pense que pour le coup, ça vaudrait le coup qu'on échange directement avec un de nos avant-ventes sur le mode de fonctionnement du connecteur pour Ucopia dessus. Donc, on reviendra vers vous, Ludovic, pour pouvoir échanger quand vous aurez une disponibilité. Par contre, il est vrai que nous avons un partenariat en cours avec Ucopia, notamment sur les sujets de portail public pour les réseaux invités. Donc ça, on pourra peut-être l'aborder plus offline après le webinaire.
Ça, je pense que c'est pour toi aussi. C'est pour Olfeo. En fonction des catégories des utilisateurs en place dans la version SaaS. Oui, le filtrage en fonction des catégories des utilisateurs était mis en place effectivement sur la version SaaS. D'accord. Ok. Oui. C'est tout ce qu'il y a à dire. Tu as tout ce qu'il y a à dire. Hein, tu sais. La réponse est oui. La réponse est oui. Bah là, j'ai un peu répondu tout à l'heure quand on parlait des accès publics. Alors effectivement, si vous êtes sur un hôpital où vous allez donner des accès Internet aux patients, par exemple, bah oui, la question va être est-ce que on filtre ces usages? Est-ce qu'on définit les règles du jeu? Moi, ma préconisation, c'est quelqu'un donne un accès Internet, ce quelqu'un doit être capable de dire que c'est pas lui. C'était aussi un des sujets dans la décision Alcatel. Comme ça permet de reboucler avec elle. Dans la décision Alcatel, au début, Alcatel n'avait pas voulu donner les informations relatives aux salariés. Elle les avait, elle les a pas données. Et ça lui est un peu retombé sur le bec. C'est-à-dire que on lui a dit, bah écoutez, puisque vous les avez et que vous n'avez pas les données, vous vouliez pas les donner, bah on va considérer que c'est vous. Donc après, comme par hasard, elle a trouvé des informations, elle les a communiquées, mais c'était trop tard. Et le juge a tenu compte aussi de cette faiblesse finalement dans la démarche de l'employeur, de ne pas être capable de dénoncer, même si c'est pas beau, mais c'est comme ça, de dénoncer celui qui avait commis l'acte fautif. Et j'ai l'impression que c'est la dernière question. Alors, pour Olfeo. Ouais, c'est plus ça pour Sébastien. Du coup, effectivement, donc en fait, vous faites un filtrage par adresse MAC ou une reconnaissance par adresse MAC. Alors, je sais pas si c'est une mairie ou pour les écoles ou autre, puisque c'est généralement, je retrouve le cas dans les mairies où c'est une reconnaissance par l'adresse MAC ou par l'adresse IP. En fait, la partie effectivement remise des logs avec les informations de qui s'est connecté à quoi, puisque normalement sur le SaaS, on est obligé de le faire via un AD, soit un ADFS, donc il y a déjà une reconnaissance directement par l'Active Directory. Là, si on est dans le cas d'une mairie, effectivement, la reconnaissance se fait par l'utilisateur avec un timing, c'est-à-dire que l'utilisateur qui s'est connecté à telle heure sur tel poste, effectivement, va être fourni, mais là, ça va être une option qui est prise en interne chez vous dessus. Donc nous, c'est ce que je disais, ce sont les 3 points d'aspect qui sont retenus par Olfeo dans le système, qui vont être le timestamp, effectivement, le domaine sur lequel la personne a été, et ainsi que les identifiants, donc là pour le coup les adresses MAC. Ensuite, effectivement, si vous voulez rajouter par rapport à un timing, par rapport à la personne qui s'est connectée, là c'est que vous avez mis en place une autre solution d'accès pour pouvoir l'identifier. Alors, les questions continuent. Bon, ça, on y a un peu répondu tout à l'heure, mais de manière très claire. Si vous avez un outil qui permet d'extraire un certain nombre de salariés qui ont besoin d'accéder à des contenus, moi, je pense qu'il vaut mieux utiliser l'outil de filtrage et permettre un full access plutôt que de permettre de mettre des box un peu en mode sauvage. Maintenant, si vous acceptez ce genre de box, ce qui est un choix d'entreprise, à ce moment-là, il faut aussi le réguler comme on régulerait l'usage privé des collaborateurs. Je compléterai en disant qu'avec Olfeo, vous avez tout à fait la possibilité de donner des droits spécifiques à une catégorie ou à une liste de personnes pour leur donner les droits d'accéder aux catégories que vous choisissez en fonction de leur métier. Et du coup, une solution telle que Olfeo pourrait tout à fait remplacer la solution que vous avez évoquée dans votre question. Et pour répondre à Stéphane, alors je suis désolé si je n'ai pas été clair. En fait, la question, c'est jusqu'où va l'opérateur telco ou le fournisseur d'accès Internet. Généralement, il s'arrête à l'entrée de l'entreprise. Donc, lui, il n'a pas la vision en fait, de l'utilisateur final. S'il a la vision de cet utilisateur final, à ce moment-là, effectivement, on peut se retourner vers l'opérateur et les autorités compétentes, gendarmerie, police, etc., dans le cadre de leur investigation, font des réquisitions judiciaires auprès des opérateurs. Si par contre, c'est transparent vis-à-vis de l'opérateur et qu'il est incapable de savoir si c'est Eric Barbry qui s'est connecté depuis le domaine Racine sur un contenu illicite, bah là, il n'y a que Racine qui pourra éventuellement communiquer ces informations auprès des autorités compétentes. Et encore une fois, si Racine n'est pas capable de communiquer ces informations aux autorités compétentes, en tant qu'employeur, on pourra considérer que Racine soit a été défaillant, soit a été négligent, soit a été complice. Enfin, ça dépendra des cas qu'on rencontrera.
Très bien, je pense qu'on a fait le tour des nombreuses questions et du coup, merci beaucoup pour tout l'intérêt et les questions que vous avez posées. Je pense qu'on va arrêter la session maintenant. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter, puis on dispatchera aux personnes les plus compétentes pour répondre à vos questions. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre présence. C'était très instructif. Nous vous souhaitons une très très bonne journée. Et Eric, merci beaucoup pour votre présence et votre présentation. Merci à vous, c'était sympa comme d'hab. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.